En me promenant quai des Hollandais à Dunkerque, je vois au loin un mât gigantesque. Mon cœur de marin ne fait qu'un bond. Je m'approche et je vois alors accoster un bateau d'une trentaine de mètres de long qui s'appelle le Scylla. Et ce Scylla, ce bateau, appartient à une association qui s'appelle Wings of the Ocean, association qui a été créée en 2018 et qui agit en faveur de la protection des océans. Et alors je me suis dit, ce serait peut-être cool de faire une interview des gens qui sont et voir un petit peu ce qui s'y fabrique. Et donc le lendemain, eh bien, j'y suis allé et on m'a reçu et j'ai pu interviewer Charlotte et Salomé. Et voici cette interview. Ce bateau, son histoire. Alors, son histoire, il a été construit en 90, dans les années 90, par un médecin qui rêvait du Grand Nord. Donc, il a créé ce bateau sur plan. Ce bateau a un jumeau, mais sinon, il est un peu unique en son genre. Et il est vraiment conçu pour aller faire des expéditions polaires. Donc, il a tourné pendant quelques années. Ce médecin l'avait, il emmenait des jeunes naviguer. Quand il est décédé, il a été racheté par une entreprise de tourisme dont l'objectif était d'emmener des gens skier au Svalbard. Donc, c'est un archipel tout au nord de la Norvège pour faire du ski. Donc c'est à ce moment-là qu'il a été complètement réaménagé pour accueillir du public. Donc c'est pour ça qu'on a un certain confort à bord qui nous va très bien. Et cette entreprise a fait faillite pendant le Covid. Donc c'est comme ça qu'on a pu le racheter avec le partenaire qu'on a toujours et qu'on avait à l'époque, qui est Léa Nature. Et on a pu l'acheter à moindre coût parce qu'on a pu bénéficier d'une vente aux enchères qui est organisée pour éponger les dettes de cette entreprise. Et du coup, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on l'a. C'est la 3e saison qu'il fait. C'était une vente aux enchères. Ouais. Ah ouais, donc je crois. Oui, c'est vente ça. aux enchères, ouais. C'était une vente aux enchères. Oui, en fait, l'un des capitaines du bateau avait déjà navigué sur le Scylla avant qu'il soit à l'association, quand il allait encore dans le Grand Nord, et c'est comme ça qu'il a su qu'il était vendu aux enchères, en fait. On a eu On a eu petit le filon. contact. Et donc c'était certainement un peu angoissant parce que vous aviez forcément un montant limite que vous ne pouviez pas dépasser et fait que vous ayez le bateau, ça a dû être une source de joie quand même. Évidemment, oui. Ouais, d'accord. Donc c'est un voilier, c'est un grand voilier, hein, il fait 28 mètres de long. 28 mètres de long, Ouais. c'est très gros. Très grand, c'est très gros. Ouais. Donc très toilé. Oui. Donc j'ai vu effectivement c'est 400 mètres carrés. 400 mètres carrés de voilure, ouais. De voilure. Donc effectivement, donc il faut un équipage quand même qui soit en mesure de parer un tel bateau. Et donc il y a 3 marins professionnels à bord, donc le capitaine, le second et le chef mécanicien, parce qu'il y a effectivement quand même un moteur sur ce voilier. C'est ça. Ok. Donc ça c'est l'histoire du bateau. C'est toujours intéressant de connaître l'histoire d'un bateau. Et ensuite, donc, c'est un bateau qui est suffisamment grand justement pour accueillir beaucoup de monde. C'est 16 personnes maximum, c'est ça, hormis les marins professionnels. C'est 16 personnes à bord tout court. Enfin, il y a 16 couchages en fait, D'accord. 16 bannettes. Et après, nous, puisqu'on vit sur le bateau, on travaille et on y passe un peu tout notre temps, on est généralement au max 12 par équipage, en sachant que les bénévoles, on s'engage pour au moins 1 mois. Ouais. Donc les équipages tournent environ tous les mois. À peu près. Et comment est-ce que vous recrutez ces bénévoles? Comment ça fonctionne ça? Alors du coup, généralement, c'est les bénévoles qui viennent plutôt vers nous. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a un site internet. Où les bénévoles remplissent une lettre de candidature. Après, ils ont un premier appel. Parce que c'est quand même assez engageant dans le sens où les bénévoles sont amenés à vivre en communauté pendant 1 mois. Donc il faut que pour le bien de tous les bénévoles et de chaque mission, tout se passe bien. Donc, il y a quand même quelqu'un à temps plein dont le rôle est d'avoir cette gestion des bénévoles, de recueillir les lettres de motivation, de les appeler, de voir quelle mission, à quel besoin, où est-ce qu'ils peuvent être emmenés. Et on commence maintenant là, l'association a une certaine renommée, reconnaissance. En tout cas, elle a un petit peu. Le nom est connu en tout cas quand on s'intéresse à ces thématiques, parce que c'est une des rares associations, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elle attire des bénévoles, qui permet à des gens de s'engager sur une certaine durée, d'être en immersion et d'être logés, nourris gratuitement.
Et en vrai, c'est pas toujours évident pour des associations de proposer ça. Donc je pense que c'est ça aussi qui la rend assez attirante et qui nous permet d'avoir suffisamment de bénévoles sur D'accord. toutes les missions. Et donc effectivement, c'est sûr que moi j'ai participé justement à un convoyage de bateau. J'ai fait une route de Toulon jusqu'aux Canaries sur un catamaran stop, c'est-à-dire qu'on faisait également des quarts de nuit. Bon, on n'était pas tellement nombreux, hein, mais effectivement la gestion de la communauté, ça peut être sur un bateau, ça peut être particulièrement... ça peut être difficile en fait. Donc dans le choix des bénévoles, donc ça se fait sur CV, il y a aussi de la visioconférence ou des choses comme ça? Non, c'est vraiment un appel. Enfin, il n'y a pas de compétences particulières requises. En fait, quand on est bénévole sur des missions, donc là, le SILA, c'est une mission de l'association, mais il y en a d'autres qui sont plus... Enfin, on pourra en reparler plus tard si vous voulez. Et du coup, chaque bénévole va être affecté à ce qu'on appelle un pôle. Il y a le pôle sensibilisation. Donc là, c'est plus mener des visites, accueillir des scolaires. Un pôle plus dédié à la caractérisation, ce qu'on appelle. Donc il va plus gérer tout ce qui va être ramassage de déchets, tri des déchets, quantification des déchets. Ensuite, il y a tout un travail de renseigner une base de données suite à ça. Et enfin, il y a un rôle de média. Donc, et il y a Cook aussi, donc les gens qui sont les bénévoles chargés de nourrir l'équipage. Oui. Donc du coup, quand on s'engage, on sait à peu près, on a déjà une idée à peu près de ce qu'on va faire. Mais il n'y a pas en soi de compétences requises. C'est plus à quel point on est renseigné, motivé, etc. Et à quel point la personne qui est en charge du recrutement des bénévoles a ce sentiment que ça peut bien se passer dans l'émission. Alors, comme ce sont des missions qui durent minimum un mois, ça veut dire que, parce que forcément c'est toute l'année que ce bateau navigue. C'est de mars à octobre. C'est de mars à octobre, donc ça veut dire qu'il y a des périodes scolaires quand même. Ouais. Donc, oui. donc ça veut dire qu'il y a quand même des étudiants, par exemple, si on parle si on parle de bénévoles, il y a des étudiants ou des lycéens qui vont pouvoir être bénévoles sur des missions. Comment ça se passe quand c'est en période scolaire, justement, par exemple? Déjà, pour venir sur le bateau, je crois qu'il faut avoir 18 ans Ouais, il faut être minimum, majeur. il faut être D'accord. majeur. Donc, D'accord. peu de lycéens finalement. Pour les études, en fait, les profils ils sont super variés. Là, c'est vrai que l'équipage est assez jeune, on est beaucoup d'étudiants, mais souvent il y a des profils très variés de gens, par exemple en reconversion, des gens qui font des saisons et du coup qui ont des laps de temps libres, ou des étudiants aussi en année de césure. Et du coup, finalement, les missions elles sont toujours pleines, Elles sont toujours pleines. que ce soit de mars à octobre. Et c'est le cas pour toutes les missions du coup de l'ASSO. En hiver, elles sont fermées. Et c'est aussi le temps pour nous de faire des recherches, d'approfondir nos méthodes de sensibilisation et de mettre au point de nouvelles activités, de nouveaux jeux de sensi et tout. C'est un moment vraiment où on continue de travailler, juste on n'est plus sur les missions, mais D'accord. il y a toujours un travail. Et donc en fait, les bénévoles, c'est quand même plutôt une population jeune. Hein. Ça va de 20, 22, 25 à 30, 40 ans, je suppose. C'est à peu près ça. Ou ça peut aller même au-delà. Ouais. Il y a des profils assez variés et souvent on le voit. Enfin, l'été, c'est vrai que l'équipage est souvent plus jeune parce que c'est souvent les vacances scolaires, donc c'est l'occasion pour des étudiants de s'engager, mais en vrai, ça reste assez varié. Du coup, D'accord. en vrai, ça Ça reste assez vous est varié. arrivé déjà d'avoir des personnes plus âgés, des gens qui Ah ont oui, oui. 60, 65. Ouais. Oui, complètement. C'est déjà arrivé ça. Mm. D'accord, ok. Alors, au niveau des déchets, comment ça se passe? Donc vous faites des ramassages sur les littoraux. Donc ces ramassages, forcément, vous allez les stocker. Comment ça se passe, cette partie technique du ramassage des déchets? Alors du coup, c'est l'occasion de vous parler un petit peu des missions, Oui. des différentes missions de Wings of Oui. the Ocean. Donc nous, c'est une mission qui est itinérante, mais après, il y a des missions qu'on appelle fixes. Donc c'est des bénévoles qui sont accueillis sur un lieu fixe et qui vont faire des ramassages de déchets sur cette zone-là, sur plusieurs années, etc. Donc ça, c'est vraiment des missions qui ont vocation à comprendre qui ont plus vocation à comprendre les sources de pollution, comment on peut revaloriser les déchets. Là où le SILA, comme il est itinérant, on ne peut pas se permettre de stocker à bord. Ouais. Et on a vraiment cette fibre de sensibilisation. Donc là, le cœur de cette mission, c'est plus ça. Alors que les missions fixes, elles vont avoir plus cette démarche de comprendre comment on peut revaloriser les déchets, comment on peut les traiter. Donc nous, c'est moins ce qu'on va faire sur cette mission. Donc on ne les stocke pas. Ce qu'on fait, c'est quand on les ramasse, et c'est vraiment le cœur aussi, tout l'intérêt des dépollutions, c'est qu'on ramasse des déchets, on les trie selon un protocole scientifique que plein d'associations suivent, qui permettent un petit peu de catégoriser les déchets, on les compte, on les pèse, etc. Et après, on envoie tout ça à une association qui s'appelle Merterre, qui a ce rôle un petit peu de centralisation de données de plein d'autres associations, pas que nous. Et après, elle fournit des rapports sur un peu l'état des déchets sauvages en France. Et ça, derrière, ça vient nourrir des actions de plaidoyer. Donc c'est pas forcément Wings qui mène ces actions de plaidoyer,
Mais en tout cas, indirectement, on participe à faire du plaidoyer comme ça. Donc l'enjeu, il n'est pas tant sur la gestion des déchets, il est plus sur comprendre l'origine des déchets. Et en fait, c'est hyper important ce travail parce que si on veut réduire les déchets, il faut comprendre à quel type de déchets on a affaire. Si on ramassait que des mégots, ben on se dirait très bien, il faut centrer les efforts sur la gestion des mégots, mettre plus de points de collecte, essayer d'imaginer des nouvelles filières, etc. Et donc c'est pour ça que c'est très important. Mais nous, on ne revalorise pas les déchets en tant que tels, sauf les mégots, parce qu'on a un partenaire. C'est la seule chose qu'on se permet de faire à bord. On stocke les mégots à bord et à la fin de la saison, on les donnera à un partenaire qui fera de l'isolant avec. Mais en revanche, les missions fixes ont plein d'autres partenaires pour revaloriser les déchets. Alors ça c'est intéressant parce que moi, ça je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'on pouvait La revalorisation faire la valorisation si, mais utiliser les mégots pour en faire de l'isolant, ça je ne savais pas. Oui, les déchets, les mégots, les matériaux isolants, mais même les déchets classiques, on trouve plein d'assauts qui les revalorisent à des objets incongrus. Enfin, par exemple, Arcachon, on récolte beaucoup de bouchons de liège et on les envoie à une asso qui en font des matériaux pour planche à voile et surf. Du coup, c'est chouette. Ça, ils en font vraiment quelque chose d'utile qui ensuite ils revendent, je crois. Et ça permet vraiment de donner vie à nos déchets autrement que dans la nature. D'accord. Et donc, c'est l'entreprise qui, par exemple, fabrique de l'isolant à partir des mégots, c'est une entreprise qui est en France. Oui. Vous savez ça, oui, normalement elle est en France. Et c'est Ecomégo. Et en fait, sur toutes les missions, ils nous suivent. Ils nous envoient des bidons en début de mission ou milieu de mission qu'on remplit puis qu'on leur renvoie. Et ça, c'est le cas sur du coup les missions. Je crois qu'on l'a pas dit. Il y en a 6 fixes. Oui, il y a à Arcachon, à l'étang de Berre vers Marseille, à l'étang de Thau à 7. Non, il y en a 5. Et il y en a 2 sur la Garonne et le Rhône. Et du coup, sur toutes ces missions fixes, on reste longtemps. Donc on essaie d'avoir un impact longue durée et d'aller voir les mairies, les institutions un petit peu locales. Et du coup, Ecomégo nous suit sur toutes ces missions en nous envoyant les bidons. Et après, pour tous les assos qui revalorisent nos déchets, on essaie aussi d'être dans le local. Du coup, chaque mission a des partenaires de revalorisation différents qu'on contacte en début de mission. Généralement, on garde les mêmes d'une année à l'autre. Mais parfois, ça nous arrive de devoir changer parce que l'asso ferme ou se délocalise. Et du coup, voilà. Mais Ecomégo nous suit partout. Alors, vous deux, c'est l'occasion un peu de vous présenter, de nous donner votre nom et votre prénom. Et vous deux, par exemple, vous êtes des bénévoles de longue date de l'association ou c'est récent? Donc, déjà, donnez-nous vos noms parce que c'est un peu... Moi, du coup, je m'appelle Salomé. Bénévole de longue date, c'est vite dit. J'ai commencé l'année dernière, justement sur le bassin d'Arcachon, où j'ai fait une mission d'1 mois, tout pile, donc mission fixe. Et ensuite, je suis directement venue sur le Sila l'année dernière pendant 1 mois et demi. Enfin, 1 mois et demi que j'ai repoussé pour durer plus longtemps. On ne part jamais de ce bateau. Et ensuite, un truc dont on n'a pas parlé, je fais mes études à Paris. Et du coup, je suis rentrée à Paris, où il y a une antenne, parce qu'à Wings, du coup, il y a les missions fixes, les missions itinérantes, et les antennes, qui sont un petit peu partout en France, je crois qu'il y en a une vingtaine, dont à Paris. Et du coup, j'étais à l'antenne de Paris toute l'année, où on fait pareil, de la sensibilisation, des dépollutions. Et me voilà de nouveau sur le Sila. Et quand même, petite question, quelles études fais-tu? Je suis en double diplôme en sciences sociales et en géophysique, sous le prisme du coup de l'environnement et de la gestion des risques naturels. D'accord. Donc c'est... Oui. C'est pas en contradiction avec ce que tu fais. Oui, mais après, tu aurais dit, je fais des études, je suis à Sciences Po, je fais des études pour être une économiste, faire fonctionner le capitalisme à fond la caisse. Ça m'aurait un peu surpris, mais bon, voilà. Et donc... on va bouger. Mais tous les étudiants du bateau ne font pas du tout des études en lien avec l'environnement, forcément. On a des profils assez variés. Ouais. Oui, de toute façon, c'est... Bonjour. Alors, donc, vas-y. Comment t'appelles-tu? Alors, moi, je m'appelle Charlotte. Je suis venue l'année dernière. Je devais rester 1 mois sur le Sila et finalement, pareil, j'ai repoussé. Je suis restée 4 mois. Donc, c'est qu'on s'amuse aussi. Enfin, au-delà de... C'est qu'on trouve vraiment aussi un sens à cet engagement. Et cette année, je suis plus bénévole, je suis salariée. J'ai repris la coordination, j'ai remplacé le chef de projet sur l'été, sur la période estivale, pour qu'il puisse prendre un petit peu de temps aussi pour respirer hors du bateau, parce que c'est vrai que c'est très intense. Donc du coup, sur les 3 mois
Sur les 3 mois, je suis en charge un peu de l'opérationnel, du terrain, que tout se passe bien, qu'on enchaîne bien les visites, que tout le monde se sente bien, que les bénévoles puissent aussi à fond s'exprimer sur des projets de sensibilisation et mettre un petit peu leurs pattes et leur âme à cette association, parce que c'est aussi l'objectif, que chacun puisse aller au bout de ses envies, de ses idées de sensibilisation. Je sais pas si je suis très claire. Si. Donc ça veut dire que tu avais terminé ton cursus universitaire, ou tu as décidé d'abandonner puis te lancer à fond là-dedans? L'année dernière, j'étais en césure, donc j'ai pu m'engager longtemps. Là, j'ai repris des études cette année et j'ai fini les cours fin mai, et début juin, j'étais là, et jusqu'à fin août, et après début août, je serai de nouveau sur les bancs de l'université. Et donc des études dans quel domaine? Environnement aussi, communication et environnement, faire du plaidoyer. D'accord. Bon, ben voilà, c'est pas mal. Au niveau fonctionnement, parce que forcément, il faut quand même, c'est quand même un peu le nerf de la guerre, hein, c'est les sous. On me disait hier que vos sources de revenus, c'était quand même essentiellement des organismes privés. Bon, forcément, qui sont des organismes qui sont dans l'écologie, qui défendent l'écologie. C'est plutôt ça. Oui, après, le SILA, c'est un petit peu particulier, parce qu'il y a Léa Nature qui est notre partenaire pour cette mission-là. C'est pas notre partenaire à Wings, c'est vraiment que pour cette mission. Les missions fixes ne sont pas en lien avec Léa Nature. D'accord. Du coup, c'est un petit peu particulier le statut de cette mission pour ce qui est des sous. Mais sinon, oui, les entreprises sont plutôt normalement tournées vers l'écologie pour le financement. Donc ça veut dire que en fait, au niveau des organismes de subvention, vous êtes constamment en recherche d'organismes capables de vous donner des subventions, je suppose, et ça peut dépendre un peu des missions que vous faites. Je pense que toutes les associations de toute façon sont toujours un peu en recherche de financement pour fonctionner, parce qu'en plus les gens qui passent ici sont passionnés, donc on a plein d'idées, et bref, il faut trouver des sous, ça c'est sûr. Honnêtement, je vais être très honnête, j'en sais pas plus sur les financements, c'est pas... comme moi je suis très axée opérationnelle, j'avoue que c'est pas moi qui ai géré cette partie-là, et j'aurais pas envie de vous dire des bêtises, donc voilà. Oui, non, mais bon. Après, il y a un salarié à l'association qui est chargé des partenariats et qui du coup s'occupe totalement de cette partie-là, et les bénévoles, on n'en voit pas trop. Ouais. Et donc il y a combien de salariés par exemple dans Il y a une vingtaine de salariés. Ah, il y a une vingtaine de salariés quand même. Il y a pas mal de missions, et sur chaque mission, du coup, il y a un chargé de projet, puis il y a un bureau où il y a du coup, par exemple, chargé de partenariat, tout ça qui font quand même du monde. D'accord. Et donc pour toi, ça a été facile de rentrer dans l'association? T'as montré ton CV, on t'a dit Charlotte, pas de problème, c'est super, nickel. C'est ce que je disais au début, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compétences requises, c'est plus qu'on va quand même s'assurer de l'intérêt qu'ont les bénévoles pour la mission, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils ont envie vraiment de se donner, et d'avoir une première impression pour voir à quel point ce bénévole qui a candidaté peut bien s'intégrer dans un groupe et porter une dynamique de groupe. Enfin, voilà. On essaie de vérifier ça aussi, qu'il y ait une bonne compréhension, parce que parfois on peut avoir, pour des raisons X ou Y, pas avoir bien compris de quoi il allait retourner. Donc c'est pour ça qu'il y a cette sélection, pour être sûr que tout le monde a le bon niveau d'information, sait qu'il part un mois vivre en communauté avec des gens, un petit peu moins d'intimité, un petit peu moins d'espace. Il y a des règles à suivre pour le fonctionnement d'un groupe, tout simplement. Ouais. Mais après, voilà, il n'y a pas de... Tout le monde peut venir en soi, il n'y a pas de sujet. Et alors, est-ce que ça vous est arrivé de tomber sur des bénévoles qui avaient un mal de mer épouvantable et qu'il a fallu débarquer à terre À débarquer, non, ça nous est jamais arrivé, mais on est tous un peu passés par le mal de mer. Enfin, personnellement, je suis très sujette, pourtant je reviens et je repousse. Ah ouais. Mais oui, après on s'organise, on est nombreux, donc quand on voit que quelqu'un est très très mal, on le relaie, et vu qu'on s'organise par cas, on essaye toujours d'aller aider celui qui va pas bien, parce que ça peut arriver, et de toute façon les navigations c'est jamais 3 semaines, enfin vu qu'on reste en France, notre partenaire veut qu'on reste en France, donc c'est côte Atlantique et Manche, un autre bateau s'occupe de la Méditerranée, le Kraken dont je vous parlais tout à l'heure, et du coup les naves au max ça va être 5-6 jours. 5-6 jours de navigation. Quand on part par exemple de La Rochelle et qu'on va dans le nord, mais là par exemple on va à Dieppe mardi, ça va prendre une grosse journée. Et après on ira au Havre depuis Dieppe, où ça va vous prendre une demi-journée. Donc ça arrive quand même que vous fassiez
disons des routes qui exigent des quarts de nuit, des choses comme ça. Ah oui, Vous oui, faites oui. de la navigation de nuit, ça arrive aussi. Ah oui, 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 bien oui, sûr, bien sûr. D'accord. Bah, le port d'attache du bateau, c'est La Rochelle. Donc tous les ans, enfin en tout cas depuis que la mission, en tout cas vu le format qu'on a avec notre partenaire, tous les ans il part de La Rochelle et il remonte vers la Normandie D'accord. et la Manche. Donc forcément il y a quelques jours en mer, En mer, ouais. qui sont parfois sportifs. Alors moi, on m'a toujours dit, Eric, moi je m'appelle Eric. Eric, tu sais, il y a une façon très efficace de savoir si tu es amariné, c'est d'aller faire la cuisine Ah oui. Ah ouais. dans le carré ça, de c'est clair. cuisine. Ah moi franchement, je vais même pas c'est- faire ma vaisselle en Ouais, ouais. navigation. Ah non mais c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de faire la cuisine, c'est que c'est Ah, bon. ah ouais, clairement. C'est exactement mon test. Ouais. Vous êtes Ouais. d'accord avec ça? Ouais, Ah oui, ouais, oui. Moi aussi j'ai le mal de mer. Donc, Ah ouais. En navigation, j'atteins même pas ma cabine, je dors sur les canapés. Là, je peux pas descendre 2 escaliers. Donc, et ça va, on a des marins Oui, pour oui. le coup à mariner de chez à mariner. Ah ouais. Donc, insensible. le bateau ne craint rien et les bénévoles on aide autant qu'on peut. Mais ouais, il y a vraiment cet esprit d'équipe. Alors justement, je suppose qu'il n'y a pas une personne qui fait la cuisine, il y a une personne qui est au fourneau peut-être, mais il y a des gens qui aident à l'épluchage des légumes, etc. Mais la personne qui cuisine vraiment, Oui. c'est quelqu'un de l'association, ça peut être un bénévole qui Oui. a envie de faire ça. Oui, bah, c'est comme Charlotte disait, les bénévoles, on a tous un rôle différent. Et du coup, il y a quelqu'un qui postule vraiment pour la cuisine, Pour la et cuisine. qui s'en charge de A à Z, que ce soit D'accord. dans la gestion des courses. Bon, forcément, on va aider à faire les courses, mais dans la gestion des courses et dans la préparation des repas. Après, si cette personne a besoin d'aide ou se retrouve dans une situation compliquée, nous, bien sûr, on va venir l'aider. Mais il y a vraiment quelqu'un qui s'occupe de ça. Et en navigation, c'est pareil. Il y a une préparation en amont D'accord. qui permet après, en navigation, même si ça va pas, savoir qu'il y a des trucs ok et qu'on peut manger tous. D'accord. Parce que, en fait, comme moi j'ai navigué 15 jours non-stop, la cuisine, c'est moi qui cuisinais. Hein. C'est moi qui ai à la charge de la cuisine parce que j'aime bien ça, mais c'est compliqué parce que quand on a des missions un peu longues comme ça, la gestion de la nourriture c'est pas évident. Oui. Il faut avoir des frigos, il faut des trucs comme ça. Bon, vous c'est peut-être moins. Vous êtes moins sujet à ce genre de problème puisque vous avez des missions qui sont courtes au niveau navigation. Mais il faut quand même stocker, quand on est entre 12 et 16 sur un bateau, il faut quand même stocker pas mal de choses, quoi. Donc les repas, par exemple, c'est le cuistot qui va dire, bah voilà, tel jour je vais faire ça à manger le midi, tel le soir. Ouais, C'est quand préparé à l'avance. quand on est à quai, c'est complètement ça. C'est le cuistot qui est complètement maître de ses repas. La particularité par contre c'est qu'on mange végétarien pour être en Ouais. cohérence avec toutes les valeurs qu'on porte. Oui. Végétarien voire végétalien, ça dépend des appétences des cooks. Mais du coup on laisse la part belle de créativité. Enfin voilà, le cook est vraiment complètement maître de ce qu'il souhaite proposer. Et quand on part en nav, du coup, il y a une préparation en amont de la part du cook pour déjà un petit peu pré-mâcher le travail pour que ce soit plus simple effectivement pour lui de gérer la nourriture, parce que quand on est cook et en mer, ça veut dire qu'il faut tenir ses quarts plus nourrir tout le monde. Donc là ça peut être un peu sportif. Bah oui, parce que surtout que c'est un moment convivial toujours fort en fait. Ah oui, oui. Le moment des repas. Hein. Ouais. Ah oui, de toute façon, quand on est à quai, on mange à heure fixe. On essaye de manger tous ensemble pour garder un esprit d'équipage et un esprit aussi tous ensemble en dehors du travail. Parce que juste se voir faire les visites et parler que de ça, c'est cool aussi d'avoir un moment à côté. Donc on mange toujours tous ensemble, le midi et le soir. J'ai sans doute oublié de poser des questions, il y a encore beaucoup de choses à dire. On va commencer par Charlotte. Penses-tu qu'il y ait de l'espoir dans l'avenir? Quel est ton sentiment sur la part des jeunes dans leur implication au niveau environnemental? Et tout ce que tu aimerais ajouter de façon générale sur tes connaissances en la matière. Et du coup j'aimerais parler avant tout de l'océan, parce que c'est finalement une grosse partie de la solution. Donc l'océan, on l'a pas forcément conscientisé, enfin tout le monde ne l'a pas forcément conscientisé, mais en fait c'est un écosystème qui est absolument vital pour les êtres humains, parce qu'il nous rend plein de services sans lesquels on ne pourrait pas vivre. Déjà c'est un producteur d'oxygène, c'est une respiration sur deux qu'on prend grâce à l'océan. C'est un réservoir de biodiversité absolument phénoménal, c'est un puits de carbone, donc il vient absorber du CO2, il régule les climats, enfin c'est vraiment un écosystème qui est vital pour les êtres humains et on a besoin d'un océan en bonne santé. Et le plastique c'est vraiment la plus grande menace qu'il puisse avoir, qui vient vraiment perturber la capacité de l'océan à pouvoir remplir tous ces services-là.
et du coup, ce qu'on fait chez Wings, c'est qu'on essaie un petit peu d'alerter, on essaie d'ailleurs, on n'essaie pas, on veut alerter sur cette problématique. Et parfois, en tant que citoyen, on a un peu l'impression qu'on est démuni, qu'on fait des efforts dans son coin, qu'on achète tout seul ses produits en vrac, qu'on est tout seul avec sa petite gourde. Et parfois, on peut se sentir un petit peu accablé par l'immensité de la problématique et se sentir un petit peu inutile tout seul dans son coin. Et il ne faut jamais penser ça, parce que, pour plein de raisons. Déjà, parce que quand on prend ces genres d'initiatives, on peut inspirer les gens autour de nous à suivre notre démarche. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis on a aussi 2 super pouvoirs importants, c'est qu'en tant que consommateur, on a le pouvoir d'orienter d'une certaine manière la demande. Donc quand on consomme, on choisit aussi ce qu'on consomme et on peut consommer mieux et venir soutenir des initiatives économiques qui sont plus soutenables que d'autres. Et plus on est nombreux à le faire, plus ça va dans le bon sens, ça c'est sûr. Et aussi le dernier, c'est qu'on vote. Et quand on vote, on permet aussi à certaines personnes d'accéder à des postes de décision. Ils vont mettre en place certaines politiques publiques qui sont plus ou moins bénéfiques. Et il y a plein de choses qui sont votées au niveau européen notamment et qui peuvent aller dans le bon sens. Et plus on a de députés qui siègent à l'Assemblée européenne ou à l'Assemblée nationale qui vont aller dans le sens de voter des lois environnementales, et mieux ce sera. Il ne faut pas oublier qu'on a cette capacité-là. Et aussi... Alors je t'interromps juste 5 secondes parce que pour remettre un peu dans le contexte, parce que en fait cette interview peut-être qu'elle aura une durée de vie plus longue que simplement une année. Je voudrais simplement rappeler qu'on est justement en plein contexte de vote pour l'Europe aujourd'hui. On est au mois de juin 2024 et voilà, et c'est aujourd'hui qu'on vote en France. Et c'est pour ça que, et forcément, ce que tu dis, ça résonne avec d'autant plus de force. Voilà. Et ensuite, par rapport au fait de se sentir seul, on peut souvent se sentir du coup, un peu isolé dans son coin à faire des efforts. Et on se dit que jamais on n'arrivera à convaincre l'ensemble de la société à adopter des nouvelles méthodes de consommation, à changer ses habitudes. Et en fait, finalement, le point le point qu'on doit atteindre pour pouvoir amener un changement global et profond dans une société, il n'est pas si haut qu'on peut le croire. En fait, c'est une étude qui a été menée par Harvard qui dit qu'il faut que 10% d'une entreprise soit convaincue et veuille initier un changement pour que l'entreprise change en profondeur. Donc 10%, ça peut paraître énorme, mais finalement, on n'a pas ce besoin de gagner l'ensemble de la population pour déjà initier des changements globaux. D'accord, c'est ce qu'on appelle les fameux points de bascule. Exactement. Okay. Exactement. Donc du coup, ce n'est pas du tout vain d'en parler autour de soi et d'essayer d'entraîner des gens autour de soi, parce qu'il suffit, entre guillemets, qu'on soit que 10% pour que déjà il y ait des changements assez profonds et palpables. Est-ce que toi, tu as le sentiment, alors pas forcément à travers Wings of the Ocean, mais est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi déjà à entraîner dans cette mouvance des amis proches, des gens de ta famille Je pense que c'est... qu'une prise de conscience écologique, c'est un ensemble de plein de petites choses et j'espère être une de ces pièces du puzzle. Et je sais qu'en tout cas, j'amène beaucoup de mon entourage à se questionner. Après, je pense pas avoir la prétention individuellement de changer profondément les perceptions des gens, mais c'est quelque chose, en tout cas, ça me tient à cœur d'entraîner les gens autour de moi dans cette réflexion, en tout cas. Oui, et puis je suppose que quand même que donc c'est tes parents qui étaient là tout à l'heure, hein, ouais. Donc je suppose quand même que est-ce qu'ils sont fiers de ton implication comme ça dans cette association? Ils sont fiers, ça les emmène à réfléchir. Est-ce que pour autant ils changent drastiquement leur manière de faire? Non, mais en moins, en fait, en étant d'accord, ils ont l'impression d'être déjà relativement engagés, entre guillemets, alors qu'ils pourraient faire plus. Et c'est moi aussi ce que j'essaie de leur dire, c'est que c'est bien d'être d'accord et de trouver ça super, mais maintenant, qu'est-ce que vous changez aussi concrètement dans vos habitudes? Comme moi, je change des trucs concrètement dans mes habitudes. Mais en fait, parce que moi, c'est un petit peu ce qui me stupéfie quand j'entends le discours de certains hommes politiques. Je me dis, mais ces gens-là, ils se nourrissent, ils ont des enfants, voire des petits-enfants. Mais comment est-ce que c'est possible de rogner à ce point sur des avancées? Je parle ne serait-ce qu'en agriculture. Hein. Comment est-ce que c'est possible de rogner autant sur ces avancées, sachant que ça va toucher leurs enfants, leurs petits-enfants, et c'est ça que je trouve étrange. Donc en fait, et c'est pour ça que je me dis, mais en fait, tes parents, par exemple, ils doivent bien avoir, ou alors c'est qu'ils n'ont pas encore
pleinement conscience du chaos vers lequel on se dirige si on Peut-être, fait mais rien. parfois c'est dur aussi de poser le regard sur ce qui arrive. Hein. Enfin, Ouais. je pense que c'est pour ça qu'on parle aussi pas. Enfin, je parle de mon expérience personnelle, mais je savais déjà, on m'avait déjà fourni l'information, mais j'avais pas voulu la regarder pendant quelques années. Et le jour où j'ai eu le courage de regarder ça, c'est là où j'ai modifié des choses et que j'ai commencé à m'engager. Mais c'est vrai que ça demande. Enfin, c'est pas évident de vouloir voir ce qui nous arrive et regarder dans les yeux ce qui se passe, quoi. Alors justement, c'est ça, peut-être que Salomé, tu vas pouvoir aussi intervenir, c'est finalement, avant de parler de ce que tu veux nous parler, hein, sur le fait d'être ensemble, etc., mais c'est ça, moi, c'est un point qui m'intéresse vraiment particulièrement, c'est qu'est-ce qui peut être l'élément déclencheur, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit, mais il faut que je m'engage, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Personnellement, ça a été beaucoup l'éco-anxiété. Enfin, le fait que je ruminais et je me tracassais, en fait, beaucoup pour l'environnement, et j'avais l'impression que on allait tous mourir et voilà, pas fou. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce que je voyais plein de gens s'engager et tout, et je me disais, bah, pourquoi pas par la voie de l'engagement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer dans des assos autour de l'environnement, de l'écologie, etc. Et j'ai fini par rejoindre Wings of the Ocean l'année dernière. Et le fait de m'engager et de faire des actions concrètes et de mettre un peu la main à la pâte, je me sentais plus utile. Et je me disais, j'essaye de faire mon maximum. Et ça m'a beaucoup aidé à réduire mon anxiété vis-à-vis de l'écologie, de l'environnement et de où va la planète. Et alors le fait justement que ce soit une association qui travaille avec beaucoup de bénévoles, qui font des actions superbes et dans la bonne ambiance, dans la convivialité, etc., ça t'a permis d'avoir un petit peu plus confiance dans l'avenir, parce que tu pourrais te dire, bah, voilà, j'étais éco-anxieuse, mais le fait de me rendre compte avec précision maintenant de l'état de la planète, ça m'a encore rendu plus éco-anxieuse. Mais en fait, c'est pas le cas. Je sais pas si c'est pas le cas, mais je suis passée à un autre stade, on va dire. Après le stade de l'anxiété et de un peu la déprime de ce qui va se passer, je suis un peu passée au stade plus de l'espoir et plus de me dire, ah, il y a plein de gens qui pensent pareil et qui ont aussi envie de s'engager et qui font des choses et qui se motivent entre eux. Et je me dis que je suis peut-être un peu naïve et trop optimiste, mais je me dis que tous ensemble, peut-être qu'on peut essayer de faire bouger les choses. Non, enfin moi je pense pas que tu sois naïve, je pense que c'est très bien de le faire, parce que voilà, moi je veux bien, moi j'essaie de croire effectivement à cette idée de bascule, point de bascule. Voilà, de toute façon il faut se raccrocher à ça, parce que sinon effectivement autant se pendre tout de suite. Donc je crois que c'est bien. Et puis surtout c'est que finalement vous êtes en mesure, hein, Wings of the Ocean est en mesure de fédérer quand même, de pas mal fédérer, parce que vous me disiez que finalement c'était tout le temps plein, mais il y a tout le temps des bénévoles dans toutes les missions. Oui. Donc ça c'est quand même super positif, quoi. Ouais. Alors avant que, je sais pas, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot que vous voudriez dire? C'est le moment. C'est le moment. Non, moi je voulais faire juste dire un truc sur l'engagement et le fait de s'engager tous ensemble, pour revenir juste sur ce que je disais, le fait d'être tous ensemble et d'échanger, de se donner des conseils, de s'échanger juste aussi des informations, c'est hyper chouette et ça remotive et ça donne grave de l'espoir. Juste de savoir que y a des gens qui savent cette info, qui te la disent, avec toi t'échanges, machin, et ça fait grave avancer les choses et c'est hyper encourageant. Du coup, voilà, si vous avez le temps de vous engager et les moyens de le faire, foncez, parce que c'est chouette. Très bien. Et toi, Charlotte, tu veux... Peut-être quelque chose sur l'espoir, Mhm. où moi, à un moment je me suis dit, mais en fait c'est foutu, ça sert à rien. Et en fait, malgré tout, les scientifiques disent que c'est pas trop tard, c'est juste qu'il faut qu'on s'y mette tout de suite, et que quoi qu'il arrive, chaque dixième de degré comptera. C'est-à-dire que chaque petite action en fait, qu'on mène, même si elle peut paraître dérisoire, isolée, seule et tout, finalement chaque petit acte amènera un futur qui sera quand même moins pire que ce qui pourrait nous attendre si on ne faisait rien. Donc au contraire, il faut s'engager jusqu'au bout, il faut aller mener des actions jusqu'au bout, aller chercher les gens, etc. Dans des assos, que ce soit dans sa manière de consommer, que ce soit dans des discussions à Noël avec nos oncles et tantes pas du tout intéressés. C'est jamais vain, c'est jamais perdu, et chaque petit effort cumulé nous permettra d'aboutir à une société plus tard, dans 20-30 ans, plus ou moins vivable. Donc ce sera jamais, c'est pas vain, faut se battre jusqu'au bout.
Donc je tenais à remercier du fond du cœur Charlotte et puis Salomé de m'avoir accordé tout ce temps. Et voilà, et j'espère que cette interview aura du succès, aura une histoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.